Donc bonjour aux derniers qui viennent de rejoindre et merci d'être présent aujourd'hui pour assister à la présentation de mon mémoire d'actuariat qui a été réalisé au sein d'Accenture et qui vise à analyser l'impact prospectif du changement climatique sur les inondations par débordement. Alors cette présentation, elle se déroulera en plusieurs étapes. Nous commencerons tout d'abord par fixer le cadre de cette étude en justifiant notamment l'intérêt porté aux inondations par débordement et l'étroit lien qui existe avec le changement climatique et le secteur de l'assurance. Nous entrerons ensuite dans le vif du sujet en présentant la modélisation du risque d'inondation par débordement qui a été développée. En s'appuyant sur cette dernière, nous chercherons ensuite à quantifier le risque sur une base d'exposition créée uniquement à l'aide de l'open data et qui pourrait s'apparenter à un portefeuille multirisque habitation détenu par les assureurs. Ensuite, en combinant ce volet climatique et actuariel, nous répondrons à la problématique de ce mémoire, qui est d'analyser l'impact du changement climatique en comparant un risque actuel en 2024 avec un risque prospectif en 2050. Nous finirons enfin cette présentation par une étude des sensibilités, des perspectives d'amélioration, et nous conclurons sur l'intérêt assurantiel de la solution développée. Alors commençons par fixer le cadre de cette étude. Ce présent mémoire s'intéresse au phénomène d'inondation qui est caractérisé par une submersion d'une zone habituellement hors de l'eau. Et c'est un phénomène intimement lié à l'assurance puisqu'il fait partie des périls climatiques assurés au titre du régime des catastrophes naturelles créé en 1982 en France. Alors pourquoi avoir fait le choix de ce péril? Tout d'abord car c'est le premier en termes de fréquence sur le territoire français, avec environ 56% des événements de catastrophes naturelles qui concernent les inondations aujourd'hui. De plus, il y a une forte exposition en France, car environ 18,5 millions d'individus sont considérés comme à risque du fait de la forte richesse hydrologique de notre pays. Cette forte exposition, elle se traduit par un coût, 27,8 milliards d'euros d'indemnisation depuis le début du régime CatNat en 82. Et ce coût a notamment augmenté dans les années précédentes, puisqu'il a doublé entre les années 90 et les années 2010. Alors, le péril à présent sélectionné, nous avons décidé de se focaliser sur les inondations par débordement précisément, qui sont caractérisées par une montée du niveau de l'eau d'une rivière qui finira par passer de son lit mineur à son lit majeur, c'est-à-dire de dépasser le niveau des rives et d'atteindre les habitations les plus proches de la rivière. Alors pourquoi ce choix encore une fois? Car nous sommes partis de différents constats. Tout d'abord qu'environ un tiers des logements français étaient exposés au risque d'inondation par débordement. De plus, si l'on en croit le sixième et dernier rapport du GIEC, sous l'effet du réchauffement climatique, on peut s'attendre à ce que les pluies extrêmes deviennent de plus en plus fréquentes dans les années à venir. Et Covea a notamment utilisé un de ces scénarios du GIEC, le RCP 8.5, pour montrer qu'à horizon 2050, on peut s'attendre à ce que la sinistralité double au minimum à l'échelle nationale. Alors de ces constats, on identifie des besoins pour un organisme d'assureur, de savoir modéliser le risque lié au débordement d'un cours d'eau, et de savoir le faire actuellement, mais également de manière prospective, en projetant le risque selon un scénario climatique qui va permettre à l'organisme d'assurance de développer une stratégie optimale de gestion de ce risque. Alors, de ces différents besoins, on identifie une problématique qui est le fil rouge de ce mémoire, qui est dans quelle mesure peut-on développer une modélisation entièrement réplicable, c'est-à-dire à n'importe quel cours d'eau, qui vise à quantifier l'impact du changement climatique sur le débordement de ce cours d'eau. Alors, le cadre théorique est à présent fixé, on s'intéresse au cadre spatial de l'étude, et bien que la modélisation développée se veut réplicable à n'importe quel cours d'eau modulo la disponibilité de données, pour une question d'appréciation de la finesse des résultats, un cours d'eau particulier a été sélectionné. Et la démarche de sélection est la suivante. Tout d'abord, de retenir un département qui se veut intéressant pour notre étude, et ce, à deux points de vue particuliers. Tout d'abord, un département fortement sinistré par les inondations par débordement, et qui va donc en conséquence créer logiquement une forte sinistralité liée à ce péril. Et après étude, c'est le département du Gard, dans le sud de la France, qui a été retenu, notamment pour sa richesse hydrologique et climatique, avec la présence d'épisodes cévenols, qui sont des épisodes de fortes pluies qui arrivent à certaines périodes de l'année, qui sont caractéristiques de la région, et qui vont favoriser l'apparition des inondations. Le département à présent choisi, c'est une question de disponibilité des données qui seront présentées tout au long de ce mémoire, qui nous ont poussé à sélectionner l'analyse du Gardon d'Alès qui traverse la ville du même nom.
Alors, tout est à présent en place pour développer une méthodologie globale permettant de répondre à la problématique. Et le schéma que vous voyez ici, vous allez pouvoir le retrouver tout en haut à droite de chaque slide lors de la présentation. Et il vous permettra de vous situer sur l'étape de la modélisation qui est présentée. Et pour moi, c'est un schéma qui est divisible en 4 parties, avec tout d'abord une séparation verticale, avec dans le côté gauche le module climatique, qui lui va d'abord s'atteler à estimer les hauteurs d'eau attendues dans la rivière modélisée pour une année donnée. Ces hauteurs d'eau vont ensuite être mises en entrée d'un modèle d'empreinte de crue qui, lui, a vocation à traduire une hauteur d'eau en zone inondée, donc en carte d'empreinte de crue. Et nous avons à droite de ce schéma le module actuariel qui s'appuie sur le module climatique et qui, quant à lui, cherchera à quantifier les pertes sur une base d'exposition créée uniquement à l'aide de l'open data, comme je le disais tout à l'heure, et qui va nous servir à la fin à estimer la sinistralité annuelle attendue dans la zone modélisée via le calcul d'une métrique couramment utilisée en assurance, à savoir l'average annual loss. Ce schéma il est aussi divisible horizontalement, avec dans la partie supérieure l'analyse du risque actuel en 2024 et dans la partie inférieure l'analyse du risque prospectif en 2050. En comparant ces deux temporalités, nous pourrons répondre à la problématique de ce mémoire qui est d'analyser l'impact du changement climatique sur le débordement d'un cours d'eau. Passons à présent dans le cœur du sujet avec la modélisation climatique. Et la démarche générale est la suivante. Nous commencerons tout d'abord par présenter les données hydrométriques qui ont été utilisées dans ce mémoire et sur lesquelles nous allons appliquer la théorie des valeurs extrêmes dans le but d'analyser les périodes de retour des inondations dans la zone d'étude. Et nous finirons cette partie par présenter le modèle d'empreinte de crue qui a été développé et qui nous a servi à valider l'entièreté de la modélisation climatique proposée. Alors là, si on regarde le schéma en haut à droite, on voit qu'on se place dans l'analyse du risque actuel, donc en haut, au début du module climatique, avec pour premier objectif d'estimer les hauteurs d'eau attendues en 2024. Pour ce faire, différentes étapes intimement liées. La première étape, ça va être de récupérer un historique de hauteur d'eau maximale annuelle, donc relevé sur la rivière modélisée, en l'occurrence le Gardon d'Alès, pour la plage historique 2000-2023. Et ce sont sur ces données que nous allons appliquer la théorie des valeurs extrêmes, qui consiste à tester différentes lois en accord avec la théorie mathématique qui est derrière, dans l'objectif de trouver celle qui s'ajuste le mieux à nos données empiriques, en l'occurrence les maxima annuels. Alors pour trouver la loi la plus performante, différents critères de sélection ont été utilisés, notamment les critères ASC, BIC, qui sont inversement proportionnels à la vraisemblance et qui donc on va chercher à minimiser ici, un test de Kolmogorov-Smirnov et l'analyse visuelle des QQ-plots. La loi à présent sélectionnée, on va travailler sur les quantiles de cette dernière pour obtenir les hauteurs d'eau attendues en 2024, qui est l'objectif de cette partie, et pas n'importe quelle hauteur d'eau, 7 distinctes, qui sont liées à 7 périodes de retour elles-mêmes distinctes, de 2 ans à 200 ans, en passant par 5, 10, 20, 50 et 100 ans. Les hauteurs d'eau attendues en 2024 à présent connues. L'objectif maintenant est de savoir si elles vont oui ou non créer une inondation dans notre zone d'étude, d'où le développement d'un modèle d'empreinte de crue. Et là encore une fois, différentes étapes pour y parvenir. Tout d'abord, nous allons récupérer des bases disponibles en open data, deux types de données pour répondre à cette problématique. Des données hydrologiques, via la récupération de la base de données Carthage, qui va nous permettre de localiser spatialement la rivière, et des données altimétriques, à travers un modèle numérique de terrain qui nous donne l'altitude de la zone à une résolution de 5 mètres grâce à la base de données RGE Alti 5 mètres. Ces données à présent récupérées, on va les mettre en entrée d'un logiciel libre d'accès sur Internet, le logiciel Sagagis, dans l'objectif d'adapter ces données, notamment les données altimétriques, à l'analyse des inondations. Alors concrètement, comment ça se présente? Si on regarde le schéma en dessous des étapes 1 et 2, on va commencer par récupérer la localisation spatiale de la rivière, qui est en forme de S ici et qui traverse la commune d'Alès, qui est donc le carré modélisé en violet ici. Nous allons ensuite utiliser un premier module du logiciel Sagagis, le module Shapes2Grid, qui vient simplement découper la zone en pixels de 5 mètres par 5 mètres dans l'objectif de coller le modèle numérique de terrain récupéré ici et donc de connaître l'altitude de la zone à une résolution de 5 mètres. Enfin, un deuxième module est utilisé, le Vertical Distance to Channel Network, qui vient lui retraiter les différentes altitudes du modèle numérique de terrain
pour d'une part transformer les altitudes de la rivière et les mettre à zéro, et d'une autre part de transformer les altitudes du terrain comme étant la différence entre l'altitude de base dans le modèle numérique et l'altitude du pixel de la rivière le plus proche. Alors concrètement, à quoi ça sert tout ça dans notre modèle? Eh bien simplement, quand on vient mettre en entrée du modèle une hauteur d'eau donc relevée à la station, on vient simplement augmenter l'altitude des pixels de la rivière et on va pouvoir comparer très rapidement avec les pixels, avec l'altitude pardon, des pixels de terrain pour savoir ceux qui vont être inondés par la hauteur d'eau mise en input. Donc de ce modèle d'empreinte de crue, on va pouvoir ressortir l'entièreté des pixels de la zone inondée par la hauteur mise en input. Et on va récupérer une information qui est très importante puisque sur ces pixels vont se trouver des habitations. Et donc on va récupérer l'info suivante, la hauteur d'eau présente dans l'habitation d'une qui est inondée via la formule que vous voyez apparaître à l'écran. Alors le modèle climatique à présent développé, il s'agit de le valider. Et pour cela, nous allons utiliser des données, encore une fois, libres d'accès sur Internet, des données du TRI, territoire à risque important d'inondation, qui nous donnent des cartes d'empreintes de crues pour différents scénarios. En l'occurrence, un scénario fréquent, qui correspond à une crue environ décennale, et un scénario extrême, une crue qui a une période de retour d'environ 1000 ans. Alors, la première chose à faire, c'est de voir de comparer les cartes donc, du TRI avec les cartes issues de notre modèle. Et là, on voit que globalement, notre modèle arrive plutôt bien à capter les zones qui pourraient être considérées comme inondées par une même hauteur d'eau. Et pour aller plus loin qu'une validation simplement visuelle, différentes métriques de quantification ont été calculées, notamment le recall, la précision et le F1 score qui vient combiner les deux premières métriques. Les résultats se trouvent juste en dessous de la comparaison des cartes et on valide globalement ce qu'on arrivait à voir à l'œil nu, puisqu'on a une correspondance de plus de 90% au niveau des cartes sur les deux scénarios modélisés, ce qui nous permet de valider l'entièreté de la modélisation climatique développée. Alors ceci étant fait, nous allons pouvoir nous en servir pour développer la modélisation actuarielle qui cherche, elle, à quantifier le risque sur une base d'exposition. Et la démarche générale de cette partie, encore une fois, sera de présenter l'entièreté des données qui ont été utilisées pour répondre à la problématique donnée, c'est-à-dire donc de récupérer un maximum d'expositions dans notre zone d'étude et d'estimer les caractéristiques de ces expositions, à savoir les valeurs foncières, les sommes assurées, et tout cela dans l'objectif de quantifier le risque, tout d'abord en 2024. Alors, quatre types de données ont été récupérées dans cette partie. Tout d'abord, la base des diagnostics de performance énergétique, une base de demande de valeur foncière, une base de l'INSEE qui nous donne le niveau de vie par carreau de 1 km² en France, et des données issues d'un benchmark interne fourni par Accenture qui va nous donner des indications sur les sommes assurées de certaines habitations en France. Alors, la première étape est d'identifier les expositions de la zone. Donc, c'est ce que vous voyez sur le schéma à droite, qui sont répartis en appartements et en maisons. Donc, récupérer le maximum possible grâce à la base des DPE. Et on va également récupérer une info importante grâce à cette base, c'est la superficie des habitations, qui sera très utile dans la suite de cette présentation. La deuxième base qui a été traitée, c'est la base DVF+. Ça, c'est une base qui nous donne la valeur foncière des biens qui ont été loués ou vendus depuis 2013 en France. Et donc, la première étape, ça a été de faire une actualisation des valeurs foncières de cette base, puisque un bien qui aurait été vendu, par exemple, 200 000 euros en 2017 ne vaut plus aujourd'hui 200 000 euros. Et donc, cette réévaluation, elle a été faite en indexant les valeurs foncières sur l'indice du coût de construction de la Fédération française du bâtiment, qui est notamment un indice utilisé pour revaloriser les prix manuels des contrats MRH. Ceci étant fait, nous allons nous servir de cette base pour calculer le prix au mètre carré par type de bien et par commune, en l'occurrence là, une seule commune, la commune d'Alès. Et le prix au mètre carré estimé a encore été une fois validé avec deux références disponibles en open data et qui sont considérées comme fiables sur ce sujet. Les habitations à présent identifiées, nous allons s'intéresser aux caractéristiques de ces dernières, et notamment les sommes assurées qui sont très importantes dans ce mémoire. D'une part, les sommes assurées du bâti, qui concernent les fondations d'une habitation, c'est-à-dire ce qu'on assure au niveau du toit, au niveau des murs ou du sol, et que l'on a considéré ici comme étant le produit entre la superficie et le prix au mètre carré obtenu grâce aux deux bases que je viens de présenter précédemment.
et une autre somme assurée qui est celle du contenu, donc qui concerne vraiment l'intérieur du bâti, au niveau du mobilier, au niveau de l'électroménager. Et ici, deux cas de figure se présentent à nous. Un cas de figure un peu plus chanceux, qui est le suivant, que la commune que l'on modélise, en l'occurrence Alès ici, on ait une information disponible dans la base interne fournie par Accenture. Et dans ces cas-là, on va pouvoir récupérer une information qui est le ratio moyen des sommes assurées par type de bien et par commune. Et connaissant la somme assurée du bâti et ce ratio, on va pouvoir retomber sur la somme assurée du contenu, qui est ce que l'on cherche dans cette partie. Dans un cas un peu plus malchanceux, et c'est fort probable, on ne va pas avoir d'informations sur la commune qui est modélisée et dans la base interne. Et donc, dans ce cas-là, on va aller dans la base de l'INSEE, trouver une liste de communes qui ont le niveau de vie moyen le plus proche de la commune ciblée. Et on va chercher une commune qui a une information dans la base interne pour, au final, récupérer la même information qui est le ratio moyen des sommes assurées pour aboutir à la somme assurée du contenu. La base d'exposition est à présent entièrement créée et va nous être utile pour quantifier le risque d'inondation par débordement. Alors, la première étape, ça a été de récupérer une courbe de vulnérabilité, encore une fois à l'aide de l'open data, donc, qui nous vient d'une étude de la Commission européenne, plus précisément du JRC. Et c'est une courbe qui traduit une quantité physique, à savoir en abscisse la hauteur d'eau présente dans une habitation inondée, en une perte assurantielle caractérisée par un taux de destruction qui sera appliqué aux sommes assurées présentées juste avant. Cette courbe, elle nous donne globalement la perte assurantielle d'une habitation inondée. Et en agrégeant tous ces résultats à toutes les habitations présentes dans les empreintes de crue, on va pouvoir quantifier le risque à travers le calcul de l'average annual loss, qui se traduit mathématiquement comme étant la somme du produit entre la probabilité qu'une inondation I survienne et la perte que cette inondation va créer. Alors, c'est une métrique, donc l'AL, qui est légèrement tronquée, puisqu'elle ne prend pas toute la distribution, mais simplement cette période de retour que j'évoquais tout à l'heure et qui ont été choisies très précisément. Alors, grâce à cela, on va pouvoir obtenir le tableau suivant, qui nous donne, comme son titre l'indique, la sinistralité attendue en 2024. On retrouve dans les deux premières colonnes la sortie de la théorie des valeurs extrêmes, qui nous donne la hauteur d'eau associée aux 7 périodes de retour qui ont été choisies dans ce mémoire de 2 à 200 ans. Nous avons une colonne de perte assurantielle qui elle, est obtenue en combinant la courbe de vulnérabilité qui est ici et la sortie du modèle d'empreinte de crue. Et on a enfin une dernière colonne qui nous donne la contribution de chaque crue à l'AL 2024 en divisant la perte assurantielle par la période de retour. Alors pourquoi on a fait ça? Parce que statistiquement, une crue qui aura une période de retour de 2 ans aura une chance sur deux de se produire l'année prochaine, d'où la division de la perte par la période de retour. En sommant toutes ces contributions, on arrive à une sinistralité attendue en 2024 sur la base d'exposition que nous avons développée d'environ 2 millions d'euros. Alors maintenant, la question à se poser pour répondre à la problématique de ce mémoire, c'est de savoir est-ce qu'il est possible d'estimer cette même métrique, mais cette fois dans un horizon prospectif, et tout cela dans l'objectif de le comparer avec la métrique obtenue en 2024 et de les comparer pour analyser l'impact du changement climatique. On va voir que c'est tout à fait possible et que c'est la suite de cette présentation. Alors, si on regarde le schéma en haut à droite, on voit qu'on a basculé dans l'analyse du risque prospectif, donc dans la partie basse de ce schéma, et on va recommencer la modélisation climatique avec pour premier objectif d'estimer les hauteurs d'eau attendues cette fois en 2050. Commençons par rappeler le cadre prospectif qui a été fixé, donc un horizon temporel de 2050 et un scénario climatique entre 2024 et 2050 qui a été sélectionné comme étant donc un des scénarios du GIEC, le RCP 4.5 précisément. Et pourquoi avoir fait ce choix de cadre prospectif? Ça a été surtout motivé par l'entièreté des recommandations faites par la CPR dans son dernier exercice climatique qui a été publié en 2023. Le cadre prospectif à présent fixé, nous avons cherché des données disponibles en open data qui nous permettaient de répondre à la problématique de cette slide. Et c'est une étude issue d'une collaboration entre Copernicus et le SMHI, le service météorologique suédois, qui a été retenue, puisque ce sont des données qui nous donnent par bassin versant, donc un petit découpage hydrologique en France précisément, le pourcentage d'augmentation entre 2024 et 2050 des débits de certaines crues, de certaines périodes de retour, en l'occurrence 2 ans, 50, 10 ans et 50 ans.
et ce qui nous a permis de créer les cartes que vous voyez juste en dessous et d'identifier rapidement les zones en plus foncé dont le débit devrait augmenter le plus à horizon 2050 par rapport à aujourd'hui. Alors, j'ai essayé d'insister sur le mot débit qui a été utilisé ici, puisque c'est l'info qu'on récupère de ces données. Or, comme le titre de la slide le montre, on s'intéresse dans ce mémoire à des hauteurs d'eau. Et pour faire la jonction entre les deux, une courbe de tarage a été récupérée sur la plateforme Hydroportail, qui est la même plateforme sur laquelle nous récupérons les données hydrométriques, et ce qui va nous servir grandement dans la suite. Si on regarde le schéma en haut à droite, encore une fois, on voit que maintenant, on va être capable de dérouler toute la modélisation, comme ce qui a été fait en 2024, mais cette fois en version 2050. Et l'idée est un petit peu différente, puisqu'on va partir des données climatiques que je viens de présenter, et qui nous donnent, pour les 4 périodes de retour, le pourcentage d'augmentation des débits. Donc, ce sont les vraies valeurs pour le gardon d'Alès qui est modélisé dans ce mémoire. Grâce à la courbe de tarage et aux hauteurs d'eau obtenues en 2024 grâce à la théorie des valeurs extrêmes, nous allons pouvoir obtenir les hauteurs d'eau attendues en 2050 cette fois, pour les mêmes périodes de retour. Or, là, vous voyez qu'il y a de l'information qui est manquante, puisque le mémoire s'intéresse à 7 périodes distinctes. Or, nous n'en avons que 4 ici. Et pour trouver des informations manquantes, nous avons utilisé une relation linéaire qui existe entre la hauteur d'eau relevée à une station et le logarithme de cette période, le logarithme de la période de retour, pardon, de cette hauteur d'eau. Donc, c'est la régression que vous voyez ici. Et en prenant les paramètres de la régression, nous allons pouvoir estimer pour n'importe quelle période de retour la hauteur d'eau attendue en 2050. Ceci nous permet de compléter le tableau manquant des informations manquantes et donc de redérouler toute la méthodologie, à savoir faire tourner le modèle d'empreinte de crue sur ces hauteurs et calculer la perte assurantielle sur la base d'Expo pour à la fin arriver au calcul de l'AL 2050. Tout ceci nous amène au résultat final de ce mémoire, donc d'analyser l'impact du changement climatique. On retrouve à gauche le tableau qui vous a été présenté tout à l'heure, donc en version 2024, avec 2 millions de pertes attendues. Et à droite, le même tableau, mais cette fois en version 2050. Et donc là, on va avoir un impact final qui est causé par deux effets. Le premier, c'est au niveau de la fréquence des événements, puisqu'on voit qu'en 2024, une crue qui pourrait être considérée comme centennale pourrait quasiment devenir cinquantennale en 2050. Et ce glissement des périodes de retour vers le bas nous montre qu'il va y avoir une augmentation des événements rares à venir, qui est un premier impact du changement climatique. Et le deuxième, il est intimement lié, puisque cette variation de la fréquence va faire varier notre métrique qui est la L. Et donc, on voit qu'on passe d'une sinistralité attendue de 2 millions à 4,5 millions d'euros, ce qui constitue un résultat final d'une augmentation de 120% de la sinistralité à horizon 2050, ce qui constitue le résultat final de ce mémoire. Alors, les résultats à présent tirés, la question maintenant est de savoir comment un organisme d'assurance pourrait utiliser les résultats de la modélisation en contexte opérationnel. Et 3 volets ont été identifiés et méritent d'être discutés selon moi maintenant. Le premier est le niveau de la souscription, puisque on a un modèle qui nous permet d'identifier des zones qui pourraient devenir très à risque en 2050 et qui ne l'étaient pas forcément aujourd'hui. Et donc, ça donne une information importante sur la politique de souscription que pourraient adopter les assureurs dans les années à venir. Par exemple, notamment en réduisant peut-être certaines parts de marché dans des zones trop à risque ou en essayant de fidéliser des clients dans des zones plutôt stables. Le deuxième enjeu, il est au niveau de la tarification, puisqu'on vient de montrer que la sinistralité devrait augmenter dans les années à venir sous l'effet du changement climatique. On peut donc logiquement s'attendre à ce que la tarification évolue en conséquence. D'une part, de manière un petit peu indépendante des assureurs, mais plus des régulateurs, avec la réévaluation de la surprime CatNat, qui a déjà pris effet au 1er janvier 2025 sur les contrats MRH, enfin d'assurance de biens et sur les contrats auto, et qui devrait être valorisé annuellement selon le rapport Langrenay à partir de 2026. Et également une augmentation, une variation pardon, au niveau des assureurs qui pourrait agir sur différents leviers, notamment la variation des garanties ou l'augmentation des primes des différents contrats. Le troisième enjeu, il est au niveau du provisionnement, puisqu'on a d'une part une méthode qui nous permet d'estimer le risque l'année prochaine connaissant les conditions actuelles, donc ça donne déjà une info sur la sinistralité attendue à court terme, et donc l'argent dont il faut disposer pour subvenir aux besoins des contrats. Et d'autre part, ça donne aussi, grâce aux résultats prospectifs, donc en 2050, une possibilité de développer une vision plutôt long terme
et de développer une stratégie au niveau de la gestion de ces actifs. Alors, les travaux que je viens de vous présenter et les résultats finaux qui viennent d'être annoncés ont pu être obtenus en prenant différentes hypothèses de travail qui méritent à présent d'être discutées dans une étude de sensibilité. Et l'objectif de cette partie est de voir comment une variation des choix qui ont été faits peuvent influencer le résultat du scénario central qui est rappelé en bas de cette slide. Et la première sensibilité réalisée, elle vise à valider l'utilisation de la théorie des valeurs extrêmes qui a été utilisée pour obtenir les hauteurs d'eau attendues en 2024. Et pour cela, nous allons faire varier de plus ou moins 5% toutes les hauteurs d'eau attendues en 2024. Et les résultats sont plutôt intéressants, pas forcément dans le scénario à la baisse qui est relativement proche du scénario central, mais plus dans la hausse, pardon, mais plus dans le scénario à la baisse qui présente une diminution de 50 points par rapport au résultat central. Et ça met en lumière un phénomène qui est particulier des inondations, mais aussi particulier des travaux que j'ai développés, qui est le phénomène de palier. En fait, quand on regarde le débordement d'un cours d'eau, on va s'intéresser à la montée du niveau de l'eau. Et pour quelques centimètres en dessous du niveau des rives, on n'aura logiquement pas d'inondation, donc pas de perte assurantielle. Pourtant, pour quelques centimètres juste au-dessus, on va commencer à déborder sur les rives, toucher les premières expositions, et donc créer de la perte assurantielle. Quand on retient ça et quand on sait que le modèle d'empreinte de crue, il est uniquement basé sur l'analyse des altitudes, eh bien, on a un phénomène qui est qu'une fois que la première expo la plus proche de la rivière est considérée comme inondée, toutes celles qui sont juste derrière dans le quartier et qui sont à la même altitude vont également être considérées comme inondées par le modèle d'empreinte de crue. Et quand on sait ça et quand on ajoute à ça le fait qu'on est uniquement sur cette période de retour et pas une distribution entière, eh bien, on a ce phénomène qui est pour quelques centimètres de différence de hauteur d'eau, on peut avoir une grosse différence au niveau de l'impact. Alors, ça ne remet pas en cause tout ce qui a été mis en place dans ce mémoire, mais ça met en avant les perspectives d'amélioration qui seront discutées juste après. La deuxième sensibilité, elle vise à valider l'utilisation de la régression linéaire qui a été utilisée dans ce mémoire, notamment pour obtenir les hauteurs d'eau centenales et bicentenales en 2050. En fait, on avait montré que la régression était performante pour des périodes de retour jusqu'à 50 ans, mais on n'avait pas forcément l'information que la régression elle était pertinente pour des crues centenales ou bicentenales. Et donc, pour valider cette info, on a fait varier de plus ou moins 5% les hauteurs d'eau, donc ces deux hauteurs d'eau. Et on voit globalement que les résultats sont plutôt symétriques à la baisse et à la hausse par rapport au scénario central, ce qui nous permet de valider l'utilisation de la régression linéaire. La troisième sensibilité, elle est plus pour aller plus loin dans cette étude, puisqu'on regarde un risque actuel versus un risque prospectif, sans pour autant prendre en compte toute l'évolution qu'il y a entre ces deux temporalités. Et c'est justement l'objectif de cette dernière sensibilité, qui est de prendre l'évolution du contexte économique. Et ça a été fait en revalorisant les sommes assurées. Tout d'abord, celle du bâti, donc selon une projection de l'indice de coût de construction de la Fédération française du bâtiment, qui a été présentée tout à l'heure, et de revaloriser les sommes assurées du contenu selon une projection de l'inflation fournie dans un scénario donné par la CPR dans son dernier exercice climatique. Les résultats sont les suivants. On voit que l'évolution du contexte économique va peser pour 112 points dans le résultat final, ce qui nous permet de réagir avec ce qui a été dit précédemment, que la tarification devrait augmenter également pour contrer le poids du contexte économique et notamment de l'inflation. La dernière chose que j'aimerais vous présenter en termes de sensibilité, c'est la réplicabilité de la méthodologie. J'ai plusieurs fois insisté sur le fait que le modèle se voulait réplicable à n'importe quel cours d'eau modulo la disponibilité. Et pour le prouver, le débordement de la Seine à Paris a été traité avec des relevés obtenus sur la station Pont d'Austerlitz à Paris. Et donc dans cette slide, on résume un peu tout ce qui a été fait sur Alès, mais de manière plus synthétique. On va retrouver à gauche la sortie du module climatique avec les empreintes de crue qui sont donc comparées avec, enfin les sorties pardon, du modèle d'empreintes de crue qui sont comparées avec les sorties fournies par le TRI, donc des données en open data. Et on voit encore une fois que globalement notre modèle arrive à plutôt bien capter les zones qui vont être considérées comme inondées par une même hauteur d'eau par rapport au TRI. Nous avons sur la partie droite la partie plus quantitative avec l'estimation des hauteurs d'eau actuellement et de manière prospective et les pertes qui y sont liées. Et encore une fois, comme sur Alès, on a un impact du changement climatique qui est causé par deux effets. Le glissement des périodes de retour. Encore une fois, une crue centenale pourrait quasiment devenir cinquantennale en 2050.
Et au niveau des pertes assurantielles, on voit qu'on a une augmentation de 371% de l'AL, ce qui nous montre l'impact du changement climatique sur la sinistralité. Alors, l'étude des sensibilités, elle a permis de mettre en avant les perspectives d'amélioration de ce mémoire et j'aimerais en discuter de quatre à présent. Tout d'abord, au niveau de l'automatisation des différents procédés, pour moi, la suite logique de ces travaux, ça serait vraiment de proposer un outil qui est complet, automatique et vraiment utile pour un organisme d'assurance, dans le sens où on pourrait récupérer l'entièreté des bases que j'ai présentées de manière nationale et qu'elles pourraient rapidement être filtrées à travers un outil pour récupérer la rivière que l'on souhaite modéliser précisément ou l'horizon prospectif que l'on souhaite analyser. Pour des questions de puissance computationnelle, ça n'a pas été possible de le faire ici, et aussi pour des questions de temps. Mais l'idée derrière et la suite logique serait quand même de proposer un outil complètement automatique pour répondre à la problématique de manière plus nationale. Le deuxième enjeu, il réagit à la première sensibilité évoquée tout à l'heure sur le phénomène de palier, et ça serait de prendre en compte des facteurs supplémentaires dans cette étude et des données plus précises. Et là, je pense surtout au modèle d'empreinte de crue, qui est basé uniquement sur l'analyse des altitudes, alors qu'on pourrait prendre en compte, par exemple, la qualité d'absorption des sols ou la présence d'ouvrages de protection, que ce soit de la protection sur les rivières elles-mêmes, avec la présence de digues ou autres, des protections dans la ville, ou même des protections sur les expositions elles-mêmes, avec des matériaux résistants ou simplement des mécanismes de protection. Ou encore une fois, des données plus précises. Je pense notamment au modèle numérique de terrain qui a été récupéré à une maille de 5 mètres par 5 mètres, alors que 1 mètre existe. Et encore une fois, pour des questions de puissance computationnelle, ça n'a pas été possible. Mais ça pourrait vraiment être intéressant de voir comment des facteurs supplémentaires ou des données plus précises prises en compte pourraient améliorer la modélisation proposée. La troisième perspective d'évolution, ce serait d'envisager les différents horizons prospectifs. Aujourd'hui, on regarde un risque à horizon 2050 et ça pourrait être vraiment pertinent de trouver des études climatiques qui nous donnent la possibilité d'analyser le risque à plus court moyen terme, notamment à horizon 5-8 ans pour entrer dans un contexte dorsal climatique ou même par palier de 10 ans pour avoir une autre approche de l'analyse de l'impact du changement climatique. Et enfin, la dernière perspective d'évolution, et pour moi la plus importante, ça serait d'appliquer la méthodologie sur un portefeuille réel d'assurance, ce qui n'a pas été le cas ici, puisque je récupère toutes les expositions possibles de la zone, donc globalement beaucoup de mauvais risques, et ce n'est pas vraiment représentatif d'un portefeuille. Et ça serait vraiment intéressant de l'appliquer à un portefeuille, d'une part pour justifier de l'intérêt assurantiel de la solution qui a été développée, et d'autre part pour s'affranchir de toutes les approximations qui ont dû être faites à cause de l'open data. Et donc, ça rendrait vraiment, je pense, la modélisation et les résultats plus intéressants et plus interprétables pour un assureur. J'aimerais à présent conclure cette présentation en rappelant que le sujet que j'ai eu le plaisir de vous présenter se voulait d'actualité, car il est tourné vers l'impact du changement climatique, qui est aujourd'hui pris très au sérieux par les assureurs, par les régulateurs, et pour tout le monde de manière générale, par tout le monde, pardon. C'est un mémoire qui avait pour objectif de valoriser l'open data, c'est-à-dire de montrer tout ce qui était possible de récupérer gratuitement sur Internet et comment le traiter pour répondre à des problématiques aussi complexes que l'analyse des inondations. Comme je viens de le dire, c'est un modèle qui a été fait en sorte pour être réplicable et adaptable à n'importe quel portefeuille d'assurance et donc à n'importe quel cours d'eau modulo la disponibilité des données. Et ça justifie vraiment de l'intérêt assurantiel de ce qui a été développé. On a également une réutilisation méthodologique, je pense au modèle d'empreinte de crue qui pourrait être utilisé, à la théorie des valeurs extrêmes également dans un autre contexte. Et à la fin, on a dans cette modélisation la possibilité de sortir un indicateur qui peut être utile pour un organisme d'assurance pour prendre des décisions, notamment au niveau de la souscription, de la tarification et du provisionnement. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens disponible pour la fin de ce créneau pour répondre à vos éventuelles questions dans le chat que vous devez poser dans le chat. Alors, vous évoquez dans vos sensibilités l'évolution du contexte économique jusqu'en 2050. Vous avez également parlé du contexte démographique, mais je n'ai pas l'impression que vous l'ayez considéré. Pourquoi? Alors ça, oui. C'est vrai que j'en ai parlé du contexte économique qui a été pris en compte dans la troisième sensibilité ici. Et j'ai aussi évoqué le contexte démographique. En fait, il n'a pas été présenté parce qu'il n'a pas vraiment été implémenté, mais j'en ai discuté surtout dans l'écrit de ce mémoire.
En fait, l'idée derrière, c'était de dire que le contexte économique allait jouer, mais le contexte aussi, enfin démographique allait aussi jouer, dans le sens où on peut s'attendre à ce qu'il y ait des mouvements de population sous l'effet du changement climatique. Et donc, dans ce sens, je me suis dit comment je vais pouvoir l'interpréter. Et j'ai récupéré une base de l'INSEE qui donne l'évolution des nombres d'habitants par département en France jusqu'en 2100, selon un scénario qu'ils ont considéré comme central. Et donc, j'ai récupéré sur le département du Gard, qui est donc le département ciblé ici, il me semble une augmentation d'environ 2-3% d'augmentation du nombre d'habitants entre 2024 et 2050. Et donc, de ce chiffre, je me suis dit, bon, bah déjà, c'est un chiffre qui est départemental. Moi, je suis à une maille communale, puisque j'analyse Alès. Et, euh, et donc, comment je peux transformer ce chiffre départemental en communal? Peut-être que je pouvais prendre finalement le poids du nombre d'habitants d'Alès par rapport au nombre d'habitants dans le Gard, et donc transformer ce pourcentage en un pourcentage communal. Donc, ça commençait déjà à être un peu approximatif. Et même si j'avais un chiffre final d'évolution du nombre d'habitants à Alès précisément, comment je pourrais l'intégrer dans mon modèle pour prendre en compte le contexte démographique? L'idée que j'avais derrière, c'était peut-être donc imaginons qu'on a 2% d'augmentation à Alès, d'augmenter de 2% le nombre d'expositions dans ma base, et après peut-être tirer aléatoirement des expos avec des caractéristiques aléatoires, etc. Et refaire la modélisation. Mais je pense que là, vous comprenez que c'est un peu poussé et finalement pas très pertinent dans l'étude qui a été mise en place. Donc j'ai décidé de ne pas le prendre en compte, même s'il y a quand même la démarche qui est présente dans l'écrit. Mais en tout cas, dans cette présentation, j'ai pas fait de sensibilité dessus, parce que pour moi, c'était pas forcément pertinent, en tout cas sur la commune d'Alès. Peut-être que sur d'autres départements, l'évolution serait plus grande, mais pas sur ce que j'ai fait. Pourquoi pas plusieurs scénarios? Déjà, première question. Ça, en fait, la modélisation, elle est quand même adaptable très rapidement à différents scénarios. En fait, quand je récupère voilà, donc les données climatiques pour estimer les hauteurs d'eau attendues en 2050, tout d'abord, j'ai choisi le scénario RCP 4.5 et pas un autre, car c'est celui qui est considéré comme le plus probable vu les conditions actuelles et vu ce que dit du coup l'ACPR dans son exercice climatique. Et je me suis quand même dit que ça pouvait être intéressant de sortir les résultats en scénario RCP 8.5, donc en un peu plus pessimiste. Et en fait, dans l'exercice climatique de la CPR, ils annoncent aussi que il n'y aurait pas grande différence entre le 8.5 et le 4.5 que je récupère, à horizon 2050 en tout cas, alors qu'à horizon 2100, il pourrait y avoir un plus gros impact, et donc là, ça serait vraiment pertinent de faire les deux. Mais comme moi, je suis à horizon 2050, j'ai pas pris différents scénarios. Donc pourquoi celui-là? Et il y avait une autre question, je crois. Pourquoi pas des scénarios SSP? Oui, ça c'est vrai, c'est une question aussi que je me suis posée. En fait, les scénarios SSP, ils sont plus récents que les scénarios RCP. Donc c'est encore une fois des scénarios qui sont liés à l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Et sauf que les SSP, ils vont prendre en compte des phénomènes socio-économiques. Et donc c'est un peu plus précis et un peu plus poussé que les scénarios RCP. Et donc, quand j'ai découvert du coup, qu'il y avait des scénarios SSP, j'ai cherché des données climatiques en open data qui permettaient d'utiliser des scénarios SSP, mais il n'y en avait pas de disponible. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'études pour l'analyse des inondations. Donc, j'ai pas trouvé d'études qui utilisaient les scénarios SSP. Donc, j'ai dû en fait, me rétracter sur les scénarios RCP. Et finalement, du coup, je ne sais pas vraiment quel impact supplémentaire, est-ce que ça changerait vraiment le résultat? Mais tout ça pour dire que j'ai quand même considéré d'utiliser des scénarios SSP. Et, du coup, je crois que ça répond aussi un peu à l'autre question de pourquoi un seul scénario et pas plusieurs scénarios. Donc voilà, c'est globalement pour ça. En lisant, je vois qu'il y a une autre question qui est un peu sur le même sujet, donc je vais essayer de la traiter. Je l'ai vu passer. Est-ce possible de revenir sur l'utilisation de l'open data pour estimer les hauteurs d'eau attendues en 2050? Avez-vous fait des retraitements particuliers sur ces données?
Euh, alors ça, il me semble que j'ai dans une annexe le traitement, voilà. Bon, c'est pas forcément très très beau, mais ça explique comment je récupère les données de projection climatique. En fait, donc c'est une collaboration, comme je disais, entre Copernicus et le SMHI. En fait, ils ont une plateforme qui permet de calculer des indicateurs d'impact climatique, ce que vous voyez ici à l'écran. Pas forcément sur les inondations, mais moi, du coup, j'ai récupéré des indicateurs d'impact climatique qui donnent le pourcentage d'augmentation des débits de certaines périodes de retour. Là, vous voyez qu'il y a par exemple 2 et 10 ans que je récupère, mais il y a aussi 5 et 50. Et, euh, et en fait, eux, ce qu'ils proposent, c'est de combiner des modèles climatiques et des modèles hydrologiques pour à la fin aboutir à une valeur donc de pourcentage d'augmentation des débits pour certaines périodes de retour. Et l'info, elle est disponible par bassin versant. Donc, comme je l'ai dit dans ma présentation, un petit découpage hydrologique. Donc, ce qui m'a permis de récupérer une info précisément sur le Gard Mondelez, qui est donc un bassin versant du Gard. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est pour pas récupérer simplement une info d'un modèle climatique qui proposait ou d'un modèle hydrologique et à la fin sortir juste une valeur et partir sur cette valeur. Je me suis dit que j'allais récupérer toutes les possibilités qui étaient offertes par cette plateforme. Et donc, il me semble qu'il y avait, enfin, c'est pas il me semble, si j'en suis sûr, il y a 8 modèles climatiques qui sont proposés. Donc, modèle climatique, j'entends une combinaison GCM-RCM, donc modèle climatique global pour le G et régional pour le R, et 3 modèles hydrologiques. Et donc, en combinant ces 8 modèles climatiques et 3 modèles hydrologiques, j'arrive à 24 possibilités de résultats final. Donc, pour le Gard, par exemple, pour chaque période de retour qui sont modélisées ici, je vais avoir 24 valeurs de pourcentage d'augmentation des débits. Et ce que j'ai fait, c'est pour être sûr qu'il n'y avait pas une trop grosse dispersion et que l'utilisation d'un modèle, d'un tel modèle ou d'un autre allait peut-être influer sur le résultat. J'ai créé un indicateur de robustesse qui est donc le rapport de la moyenne sur l'écart type. Et le but, c'est d'avoir cet indicateur qui est le plus grand possible, ce qui témoigne que l'écart type est faible et du coup que les résultats sortis des différentes combinaisons de modèles climatiques et hydrologiques sont les plus proches possibles. Et là, on voit globalement, donc j'ai sorti que 10 ans dans cette annexe, que quasiment toute la France, tous les bassins sont en vert, ce qui montre que peu importe le modèle qu'on utilise, on arrive quand même à une valeur qui est assez proche. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que sur ces 24 valeurs, j'ai pris la moyenne pour à la fin obtenir un seul résultat qui est ce que je présentais dans ce tableau-là, donc ce qui permet à la fin d'aboutir à l'évolution des débits, de sortir qu'un résultat précis. Et la suite de la question, c'était quels ont été les retraitements faits sur ces données? En soi, pas tant de retraitement parce que c'est quand même des données qui viennent de sources expertes sur le sujet. Et justement, l'indicateur de robustesse que j'ai créé, c'était aussi pour pas simplement récupérer uniquement une info et puis après continuer la modélisation. C'était aussi pour valider l'utilisation, puis j'essaie de comprendre derrière ce qui se passait sur les modèles hydrologiques et climatiques. Mais en soi, pas tant de retraitement, sur ces données-là. Pourquoi avoir utilisé la théorie des valeurs extrêmes? Avez-vous testé une autre méthode? Et si oui, pourquoi ne l'avez-vous pas retenue? Euh, alors, la théorie des valeurs extrêmes, j'en parle, j'en parle au début. La théorie des valeurs extrêmes, pourquoi je l'ai utilisée? C'est la première partie. Ouais. Pourquoi je l'ai utilisée? Déjà, c'est une méthode que je retrouvais souvent dans les études climatiques que j'ai analysées avant de développer ce mémoire. Sur le même sujet, en tout cas, la théorie des valeurs extrêmes, elle revenait assez souvent. Et c'est aussi une méthode qu'on avait vue en cours à Dauphine en gestion des risques climatiques. Donc, même avant de commencer, j'avais déjà un peu en tête l'idée que c'était possible de faire ça pour répondre à la problématique du coup, de cette slide, d'estimer les hauteurs d'eau actuelles. Et suite à la question, à vous tester notre méthode. Alors pourquoi? Non, je vais peut-être finir sur pourquoi avoir utilisé la théorie. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à cette théorie. Et puis une fois que donc, je l'ai mise en place, j'ai eu des premiers résultats qui sont répertoriés dans le tableau ici. Et je les ai validés à l'aide des données du TRI, qui sont donc présentées un petit peu plus loin.
Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, j'ai une méthode, je sais qu'elle marche globalement, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas une autre méthode qui marche mieux. Donc, je me suis pas forcément arrêté à ça. Et je n'ai pas parlé dans cette slide encore, enfin dans cette présentation, mais j'avais considéré une autre méthode qui était la méthode POT, Peak Over Threshold. Et cette méthode, elle est un peu différente de la TVE, donc la théorie des valeurs extrêmes, qui donc consiste à récupérer des hauteurs d'eau maximales annuelles, là où la méthode POT enfin, demande à récupérer des données qui sont au-dessus d'un certain seuil. Et ça n'a pas été possible de le faire parce qu'en fait, sur la plateforme, bah, j'en parle ici, donc la plateforme Hydroportail, sur laquelle je récupère les données hydrométriques, ils ont un baromètre de fiabilité des données qu'ils proposent. Donc des fois, il peut y avoir le relevé qui a bugué ou qui a cassé sur une période temporelle assez grosse. Il y a des années où le relevé n'a pas du tout marché. Et en fait, ils catégorisent leur relevé en douteux, fiable et vérifié. Et moi, l'idée derrière ça, c'était comme c'est la base vraiment de ce mémoire, donc tout s'appuie quasiment dessus, parce que j'estime les hauteurs d'eau grâce à ça en 2024. Les 2050, elles utilisent les résultats 2024 pour être obtenus. Et donc, j'ai décidé de récupérer uniquement des données qui étaient 100% fiables et annoncées par le site. D'où le fait que je récupère une plage historique bah, pas si grande que ça, finalement, de 2000 à 2023. Mais au moins, je suis sûr que les données sont complètes et précises. Et la méthode POT, du coup, je ne pouvais pas vraiment faire ça parce que si je me fixais un seuil et que j'essayais de récupérer les données au-dessus, eh bien simplement, j'avais des données qui étaient considérées comme douteuses. Et là, ça me posait problème. Et donc, je me suis dit, au final, j'ai une méthode qui marche déjà bien. J'ai pas envie d'intégrer une autre méthode où il y aurait des données un peu douteuses récupérées sur la plateforme. Donc, je suis resté sur la théorie des valeurs extrêmes et j'ai pas fait d'autres méthodes. Vous avez évoqué votre souhait d'appliquer votre méthodologie sur un portefeuille réel d'assurance. Qu'auriez-vous fait concrètement si vous en aviez un? Quel type de données auriez-vous utilisé? Ça, j'en ai un peu parlé du coup dans les perspectives d'amélioration parce que c'était un peu une frustration de ne pas pouvoir appliquer la méthode à un portefeuille réel d'assurance. Euh, et donc, question pourquoi, qu'est-ce que j'aurais fait concrètement avec un portefeuille? Plusieurs choses. Bah déjà, ça enlève quand même toutes les approximations qui sont faites à cause de l'open data. Donc, si j'avais pu avoir un portefeuille d'assurance, déjà, ça enlève, enfin, c'est un vrai portefeuille d'assurance. Il n'y a pas tous les mauvais risques qui sont donc proches de la rivière et qui forcément un assureur n'accepterait pas, je pense, de prendre dans l'entièreté. Et d'avoir des vraies informations sur les caractéristiques des expositions, donc à savoir la superficie, et surtout, le plus important, c'est les sommes assurées. Je pense qu'on a l'info quand même des sommes assurées dans les bases des portefeuilles, c'est sûr. Et du coup, d'avoir des vraies valeurs de sommes assurées, et on se sert de ça pour calculer les pertes, donc c'est quand même assez important dans ce mémoire. Ça permettrait d'avoir bah, des données réelles et aucune approximation faite là-dessus. Et donc, ouais, au niveau des sommes assurées, et oui, au niveau du coup bah, de la courbe de vulnérabilité aussi. Là, je sais pas, j'ai pas vu s'il y avait une question là-dessus. Peut-être que c'est le cas parce que c'est quand même un sujet dans ce mémoire, une approximation qui est faite, c'est que la courbe de vulnérabilité qui est récupérée, elle est déjà la même à l'échelle nationale, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps, et elle ne distingue pas les maisons et les appartements. Et donc, avoir un portefeuille réel d'assurance, ça me permettrait de construire la courbe de vulnérabilité propre au portefeuille, en récupérant notamment les coûts de sinistre et en reliant chaque coup de sinistre à un événement naturel, donc à une inondation, pour essayer petit à petit de construire le taux de destruction en fonction de la hauteur d'eau relevée à la station, parce que je sais qu'avec, par exemple, des arrêtés CatNat de la CCR, on peut récupérer l'info de l'événement qui a créé certains arrêtés et donc le revenir à la hauteur d'eau pour finalement construire le taux de destruction. Donc ça serait une dernière chose utile avec un portefeuille d'assurance. Ce serait vraiment d'avoir un maximum d'infos et un minimum d'approximations qui ont été obligatoires avec l'open data.
Là, j'ai une question justement qui m'avait été posée en soutenance donc devant l'IA au moment de ma présentation. Quelle était votre démarche de sélection de la métrique AAL? Comment justifiez-vous l'utilisation des 7 points discrets? Et pourquoi ne pas en avoir pris davantage? Ça, c'est un vrai sujet dans ce mémoire. Euh, alors, la démarche de sélection de la métrique, moi, ce que je voulais, c'était une métrique qui permettait de répondre à la problématique, donc d'analyser l'impact du changement climatique. Et dans ce sens, j'ai cherché une métrique vraiment de comparaison, en comparaison entre un risque actuel et un risque prospectif. Et l'idée, c'était pas forcément d'avoir une métrique très complexe et qui permettrait d'estimer, entre guillemets, parfaitement la sinistralité attendue sur une année donnée. Parce que je pense que j'aurais passé beaucoup de temps à construire une métrique ou à essayer de traiter cette métrique et j'aurais perdu un peu de temps sur le reste. Et du coup, je me suis concentré sur donc l'AL, qui revient quand même dans différentes études climatiques sur le sujet, qui est couramment utilisée euh, et qui permet pour moi de répondre à la problématique, d'estimer l'impact du changement climatique. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette métrique. Et la suite de la question, je l'ai un peu oublié. Comment justifiez-vous l'utilisation des 7 points discrets et pourquoi ne pas avoir pris davantage? Et donc, oui, voilà, après avoir choisi cette métrique, l'idée c'était que ça aurait été trop compliqué au niveau du modèle d'empreinte de crue. C'est quand même un modèle qui est très lourd, qui met du temps à tourner, et de le faire sur énormément de points ou quasiment sur la distribution entière. Donc, j'ai décidé de choisir des points discrets et pas n'importe lesquels, parce qu'encore une fois, je récupère, enfin, ça ressort souvent de différentes études climatiques. On entend souvent parler de crues décennales, cinquantennales, centennales, etc. Donc, elles ne sortent pas non plus de nulle part. Pourquoi je ne suis pas allé plus loin? Pourquoi pas plus de points? Ça, c'était la dernière partie de la question. Pourquoi pas plus de points? Parce que déjà, je me suis arrêté à 200 ans pour deux raisons. La première, c'est que pour une période de retour plus grande, je sais que mon modèle, surtout la théorie des valeurs extrêmes, il capte mal les résultats. Voilà, là j'ai une annexe dessus. On voit que sur le scénario extrême, donc il y a une crue d'environ période de retour de 1000 ans, mon modèle il va surestimer énormément la hauteur d'eau annoncée par le TRI. Et donc, dans ce sens, je me dis que ça ne servait à rien d'aller plus loin que 200 ans. Surtout que 200 ans, c'est une période qui est quand même assez clé en assurance avec le calcul du SR. Donc, je n'avais pas l'envie d'aller forcément plus loin et ce n'était pas pertinent. Et ensuite, pourquoi pas avoir pris plus de points? En fait, je me suis dit, si je rajoute un point, déjà lequel, et comment je justifie son apport, dans le sens où, et ça, je vois que c'est aussi lié à une autre question sur la validation des résultats. En fait, j'ai pas vraiment de données, tant les hypothèses que j'ai prises dans ce mémoire, elles sont précises. J'ai pas d'études qui me permettent de trouver un résultat, par exemple, sur le gardon d'Alès, de l'impact du changement climatique en 2050. Et donc, c'était compliqué en ajoutant un point de voir si la variation du résultat se rapprochait vraiment d'un résultat attendu. Peut-être que je m'éloignais, enfin, je pense pas parce que je rajoute un point quand même, donc c'est plus précis. Mais pourquoi un point et pas un autre? Et au final, je me suis dit que c'était quand même déjà bien ce que j'avais sur les 7 périodes de retour. C'est aussi, enfin, c'est évidemment une perspective d'amélioration de prendre plus de points. L'objectif, ça serait de prendre vraiment l'entièreté de la distribution. Mais c'est pour ça que, enfin, c'est comme ça que je justifie en tout cas l'utilisation de la L et des 7 points. Et je sais pas quelle heure il reste 1 minute. Je peux à la limite finir ce que j'ai. Enfin, au niveau de la validation des résultats, avoir des sources permettant de valider les résultats, donc justement, c'est aussi un sujet. Et la source la plus proche, voilà, la source la plus proche que j'ai, ça serait le livre blanc de Covea en 2022, qui fait globalement la même étude, donc d'analyser l'impact du changement climatique sur les inondations par débordement. Eux, ils font pas que les inondations, mais ils ont des résultats dessus. Et à horizon 2050, selon un scénario climatique donné. Mais là, c'était compliqué de vraiment valider le résultat parce que il donne le résultat à une maille départementale, alors que moi, je suis à communal. C'est pas le même scénario climatique, ça on a vu qu'il n'y avait pas forcément d'impact en 2050. C'est pas les mêmes données climatiques utilisées, ils n'utilisent pas la même période historique pour calculer les hauteurs d'eau attendues l'année prochaine. Donc en fait, il y avait trop de différences d'hypothèses pour valider le résultat. Et eux, par exemple, sur le département, ils annoncent sur le Gard entre 100 et 150% d'augmentation. Moi, je suis à 120.
Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est rassurant? Bah, je ne sais pas forcément. C'est plutôt logique que ça soit assez proche, mais ça ne valide pas pour autant le résultat parce qu'il y a trop d'hypothèses différentes qui ont été prises et je ne peux pas me permettre de dire le résultat est valide parce qu'il est dans cette ordre de grandeur, sachant que ce n'est pas vraiment les mêmes hypothèses. Alors je vois qu'il est déjà 30 et il y a encore pas mal de questions. Il doit rester 5 6 questions. Je vous propose d'arrêter là quand même. Je vais voir si je peux pas récupérer les questions dans le chat après et de récupérer le nom de la personne qui l'a posé pour essayer de répondre du coup a posteriori. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous déjà d'avoir été nombreux à poser des questions, c'est très agréable. Et merci d'avoir pris le temps d'écouter cette présentation. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne fin de semaine. Merci beaucoup, au revoir.